Bonjour à tous, bonsoir. Allez savoir, sur internet c'est difficile de savoir. Je vais vous montrer une discussion, un entretien que j'ai eu avec un médecin pour faire suite au témoignage que j'ai mis en ligne sur YouTube il n'y a pas longtemps. Je mets le lien de la vidéo en description. J'ai eu beaucoup de retours, il y a eu beaucoup de commentaires, très souvent très positifs, et je vous en remercie. Ce médecin a décidé de rester anonyme pour des raisons de droit, m'a-t-il dit, donc j'ai juste flouté son visage. Mais je vous garantis que c'est un vrai médecin. Je suis pas journaliste de métier, je suis pas un intervieweur professionnel, donc merci pour votre indulgence. Alors bon visionnage à tous, et à bientôt. D'accord. Puis après j'ai calé comme ça, là, puis jusqu'ici. Merci, monsieur, de me recevoir pour discuter. Vous êtes praticien, vous n'êtes pas dans la recherche médicale, vous pratiquez tous les jours, vous avez votre cabinet, mais c'est juste pour voir qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, pour vous présenter en fait. Moi j'ai une pratique double de médecin de premier recours, généraliste si on veut, et puis j'ai une partie de ma pratique de spécialiste d'immunologie clinique et d'allergologie, où je vois des patients avec des maladies auto-immunes ou des problèmes d'hypersensibilité ou d'allergie au soleil. J'ai une certaine expérience, mais pas celle d'académie qui dévolue à suivre des centaines de patients. Mais je connais, je suis des patients avec des maladies auto-immunes. Donc vous êtes praticien généraliste et immunologue, allergologue, on peut dire. On peut dire ça, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous exercez dans le canton de Neuchâtel? On peut dire que j'exerce dans le canton de Neuchâtel. Cet entretien fait suite au témoignage que j'ai donné sur internet, le témoignage sur la chloroquine, qui a eu énormément de commentaires, de retours. Et on m'a demandé, enfin comme moi je ne suis pas un avis professionnel, moi j'ai cherché donc un professionnel de la santé qui pourrait nous parler de toute cette pandémie, de la manière dont elle est gérée, de la polémique qu'il pourrait y avoir autour de l'utilisation de la chloroquine, comment on l'utilise en Suisse. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire par rapport à ça? La chloroquine ou l'hydroxychloroquine, finalement, c'est des médicaments qu'on n'utilise pas pour leur utilisation essentielle, c'est-à-dire comme antipaludéa, mais comme médicament de traitement de fond immunomodulateur pour des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite ou certaines formes de polyarthrite, puis certaines atteintes cutanées liées à une espèce d'hypersensibilité aux rayons UV qu'on appelle des photodermatoses, où c'est un traitement extrêmement important. Donc on a pas mal d'expérience pour ces malades-là avec l'hydroxychloroquine. Depuis combien de temps? Depuis que je suis petit médecin, on utilise l'hydroxychloroquine, ça fait au moins 40 ans. Au moins 40 ans, oui. Donc quand on dit aujourd'hui que l'hydroxychloroquine, il y a beaucoup de professionnels de la santé, en tout cas à la télé, dans les médias, qui disent qu'on doit prendre du recul par rapport à l'hydroxychloroquine, parce qu'elle pourrait être dangereuse, déclencher des crises cardiaques quand elle est mise en association avec les antibiotiques. D'autres personnes disent le contraire. Comment vous positionnez par rapport à ça? C'est une question importante parce qu'on ne peut pas exposer sans une réflexion approfondie un patient à un risque d'effet secondaire menaçant comme une toxicité cardiaque. Jusqu'ici, personnellement, moi j'ai jamais vécu de problème cardiaque des patients qu'on traite avec l'hydroxychloroquine. Et puis, en fait, il semble y avoir deux aspects un peu différents comme effet secondaire possible au niveau cardiaque. Il y en a un qui s'appelle un allongement de l'espace QT sur un électrocardiogramme qui expose le patient à un risque de troubles du rythme parfois graves. Les recommandations faites par le professeur Raoult, c'est de faire un électrocardiogramme au temps zéro et puis 2 jours après pour savoir si cet espace QT qu'on peut facilement mesurer sur un électrocardiogramme comme celui-ci est allongé ou pas, par exemple. On peut le calculer, c'est très simple. Et puis c'est important c'est du travail de base de médecin de regarder ça. Puis effectivement, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine, il y a de nombreux autres médicaments qui ont des risques d'allongement de cet espace et donc d'induire des troubles du rythme parfois graves. Donc on connaît
que les médicaments ont un potentiel toxique sur la conduction cardiaque et méritent une attention particulière. Ça, je pense qu'on doit être attentif, on doit faire. Mais très honnêtement, je dois vous dire que jusqu'ici, jusqu'à la polémique de ces dernières semaines sur l'efficacité supposée ou avérée de l'hydroxychloroquine et sa toxicité, toute cette polémique, moi j'ai jamais entendu parler de toxicité cardiaque jusqu'ici. J'ai revu un petit peu ce que dit le compendium suisse des médicaments sur... alors effectivement, cette toxicité est citée et on doit faire attention. Je serai plus attentif à l'avenir à l'hydroxychloroquine. C'est un aspect qu'on a probablement un peu négligé dans la prise en charge régulière, mais qui probablement n'est pas si fréquent que ça. Et est-ce que c'est pas la maladie elle-même aussi qui pourrait induire des troubles cardiaques? Alors ça m'interpelle, mais je parle comme médecin de premier cours. On sait que le coronavirus ou le Covid, la maladie, peut parfois faire une atteinte cardiaque, qu'on appelle une myocardite ou une péricardite. Parfois, ces atteintes cardiaques sont graves et sévères. Ça met en évidence le fait que pour un patient suspect d'être malade du coronavirus, on doit être très attentif à l'ensemble des symptômes et des signes d'atteinte. Mais j'ignore si la myocardite est un problème réel pour les patients gravement malades, par exemple. On prédomine en général l'atteinte pulmonaire qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais il est possible qu'il y ait des atteintes cardiaques mineures, mais qui exposeraient alors un risque de toxicité supplémentaire s'il y a une exposition aux médicaments. On peut se poser cette question-là. Je n'ai pas de réponse. Je pense qu'on n'a pas le recul médical et ça met en exergue notre manque de connaissances sur ce point-là. Parce que l'autre effet secondaire au niveau cardiaque qui est supposé, c'est pas seulement ce problème de trouble du rythme ventriculaire dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi une toxicité sur la musculature cardiaque qu'on appelle une cardiomyopathie qui pourrait être induite par ce médicament. Oui, donc on ne sait pas vraiment, et toutes les objections contre le traitement à l'hydroxychloroquine plus les antibiotiques, ces objections, on n'est pas sûr qu'elles viennent des médicaments, elles pourraient tout à fait venir, comme vous dites, d'autres facteurs comme la maladie elle-même. Du coup, cette polémique autour du professeur Raoul, qu'est-ce que vous pourrez nous dire par rapport à ça? Lui, il prétend quand même démontrer que l'hydroxychloroquine et les antibiotiques ont un effet sur les patients. Et de l'autre côté, il y a quand même je dirais l'intelligentsia de la recherche scientifique médicale qui dit stop, ça n'a pas été fait correctement, alors qu'il y a comme une urgence sanitaire derrière. Moi, je pense que les deux positions, elles ne sont pas antinomiques, parce qu'on peut très bien... On peut comprendre que des grands centres ont une expérience sur le terrain qui montre le bénéfice apporté par la bithérapie, disons-la comme ça, avec peu de malades qui finissent aux soins intensifs et peu de mortalité par rapport à ce qu'on voit dans d'autres populations. Et puis, on peut très bien imaginer que ponctuellement, il y a des risques cardiaques qui méritent une attention particulière. Ça veut dire qu'on ne peut pas probablement prescrire le médicament sans un suivi, sans une attention, sans une mise en garde des patients. Par exemple, de dire si vous avez de la peine à respirer ou si vous avez des douleurs dans le thorax ou si vous faites des malaises, vous devez interrompre le traitement et nous en parler rapidement. Et puis j'aimerais vous revoir dans 48 heures pour voir comment ça va sous ce type de traitement. Donc c'est aussi une mise en garde. Comme médecin, ça signifie bien qu'en cas de prescription, on ne le fait pas comme un sirop contre la toux. On devrait être attentif pour préserver la santé. Mais ça, c'est un travail de base. Et qu'est-ce que vous pensez que c'est en France, l'hydroxychloroquine était en vente libre et elle a été retirée de la vente libre au mois de janvier. Pourquoi, à votre avis? C'est difficile de dire. En Suisse, on a reçu mi-mars à peu près, ou début mars,
une information de ne pas prescrire l'hydroxychloroquine, apparemment parce qu'il y a des problèmes de pénurie de médicaments et puis qu'il y a la volonté de préserver ce traitement pour des utilisations plutôt pour les patients gravement malades, donc hospitalisés. Donc c'est un choix de priorisation d'un traitement pour les patients les plus malades, parce qu'à ce moment-là, on a estimé qu'on allait vite arriver à une pénurie de médicaments. Puis j'imagine qu'en France, C'est la même chose. ça devait être la même chose, même si Pour pas que la population se jette sur ce médicament. c'est ça, comme un réflexe comme pour les masques, comme pour la solution hydroalcoolique, comme pour les rouleaux de papier de toilette, etc. Un espèce de réflexe d'amasser ou De d'avoir stockage. ces réserves de stockage. Et les risques d'automédication aussi. Des risques d'automédication, surtout si c'est un médicament en vente libre. Je pense que le risque d'automédication est encore plus grand, bien entendu. Oui. Je peux comprendre que nos autorités sanitaires prennent des précautions et cherchent à s'assurer que les patients qui en auraient le plus besoin théoriquement puissent en profiter. Comme médecin, ça me paraît assez logique, mais à la fois c'est à l'encontre de ce que prône l'équipe du professeur Raoult qui demande à traiter, dès qu'un patient a un test positif, de devoir être traité même s'il est peu malade. Oui, parce que le professeur Roux dit que le dernier stade de la maladie, c'est déjà trop tard. Quand la personne est en difficulté respiratoire, enfin qu'elle est en train de s'étouffer, le virus n'est déjà plus là. Enfin, c'est pour ça qu'il dit que le traitement n'est plus utile pour les patients dans un état grave. C'est pas si sûr. Enfin, c'est ce qui est dit, donc quel est votre avis là-dessus justement? Alors, je connais pas la littérature approfondie, je sais pas ce qui existe, mais j'ai l'impression que l'usage, quand on manque de médicaments, c'est de le réserver aux patients gravement malades, et puis on entend des témoignages de gens qui allaient très mal et chez qui on a finalement proposé un traitement avec de l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas s'il y avait d'autres médicaments à visée antivirale, mais qui sont trouvés sortis d'affaire en 48 heures sous ce traitement, alors qu'ils étaient gravement malades. Donc il faudrait nuancer le propos de à quel stade de gravité, à partir de quand on doit traiter, c'est pas si simple. Puis ça met en exergue que probablement l'hydroxychloroquine, elle n'a pas forcément un effet uniquement antiviral. Le professeur Raoult dit que in vitro, ça marche bien sur l'inhibition de la réplication du virus, et que donc il a un effet antiviral démontré, et que donc s'il est administré à des patients, ça doit marcher. Mais on sait aussi que l'hydroxychloroquine, on l'utilise dans ces maladies auto-immunes dont on a parlé au début, le lupus ou les photodermatoses. C'est pas l'efficacité dans ces maladies-là, c'est par un effet immunomodulateur, donc il agit sur la réponse immunitaire et non pas sur l'infection au virus à ce moment-là. Puis ce même effet immunomodulateur peut tout à fait avoir un intérêt en plus de l'effet antiviral, chez les patients gravement malades avec une atteinte pulmonaire de type syndrome de détresse respiratoire. Et maintenant, où est-ce qu'on en est actuellement, à l'heure actuelle, dans le Conseil fédéral en tant que médecin, est-ce que vous avez reçu d'autres instructions? Non, c'est juste que alors je crois savoir que les études sont en cours et que selon le mode de pensée actuel, on aimerait prouver l'efficacité, puis on aimerait aussi probablement assurer la sécurité des patients, donc que ces questions légitimes font l'objet d'études qui sont encore en cours, ou qui démarrent maintenant, dont on attend les résultats. On aurait pu imaginer faire ces études un peu plus tôt, je pense, mais bon. Que comme médecin praticien en ville, j'ai pas accès à la prescription de ce médicament, sauf pour mes autres patients qui étaient sous traitement jusqu'ici. Ils doivent un peu se battre pour obtenir un renouvellement de leur ordonnance, mais c'est possible. Donc vous-même, vous pouvez pas prescrire de l'hydroxychloroquine pour le Covid-19? Non. Et personne d'autre, à part... Alors, est-ce que c'est peut-être que je connais pas tous les filons pour arriver à prescrire, etc., mais
théoriquement, on nous recommande clairement, je ne sais pas si c'est une interdiction, c'est pas très clair, mais en tout cas, on a de vives recommandations de ne pas prescrire de nous-mêmes l'hydroxychloroquine ou la combinaison avec l'azithromycine comme traitement antiviral du Covid-19. Ce que j'ai entendu que dans certains hôpitaux, c'était quand même utilisé Je pense que tous les hôpitaux les utilisent pour le Covid-19. Pour le Covid-19, mais à quels patients ils le réservent? Est-ce que c'est tous les patients, pas tous les patients? Je pense on est dans des utilisations qu'on appelle off-label. Donc il y a une part dans ce domaine, une part... Off-label, vous pouvez préciser? Off-label, ça veut dire qu'on utilise un médicament pour une autre utilisation que celle pour laquelle il est ciblé au départ. Ouais. Donc une utilisation générale qui n'a pas été prouvée et pas été reconnue, donc dans le système suisse acceptée pour cette indication pour la prise en charge par les caisses maladies. Dès qu'il y a une maladie, on n'a pas de traitement, on va chercher un autre médicament qui pourrait fonctionner. C'est ça. Et ça, c'est off-label, vous dites? C'est ça. Donc, c'est malheureusement, c'est une parenthèse, mais on l'utilise pour des maladies rares ou les maladies, malheureusement, des études bien faites, randomisées en double aveugle, montrant l'efficacité d'un traitement versus soit un traitement de référence, soit un placebo, manque énormément pour tout un groupe de maladies rares. On utilise assez souvent des médicaments qu'on connaît pour ailleurs, pour des maladies cousines ou apparentées, pour ces maladies rares-là, et cette utilisation est appelée off-label et fait l'objet d'une demande de garantie auprès de la caisse maladie pour une prise en charge. Il faut motiver la demande, donner des références de littérature médicale qui montrent qu'on a un intérêt. Voilà. Et si on utilise ce traitement off-label, c'est parce que, on peut aussi dire que c'est parce qu'on connaît le médicament, donc on sait qu'il n'y a pas trop de risques, que si ça ne fonctionne pas, le risque d'effet secondaire n'est pas trop grave, je veux dire, par rapport aux résultats qu'on pourrait... Absolument. Absolument. Bien sûr, on fait une pesée du bénéfice espéré et de l'inconvénient possible, et puis on doit être attentif à ça. On devrait se fixer des objectifs de traitement et de sécurité pour le patient comme médecin. Donc là, il y a une affaire extrêmement, je dirais, personnelle entre un médecin ou une équipe médicale et un patient. Est-ce qu'on propose tel et tel traitement? Quel risque on prend? Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce que le patient doit être orienté, devrait pouvoir donner un assentiment, avoir une information et puis garder bien entendu son autonomie? Alors dans la question de l'azithromycine plus hydroxychloroquine, honnêtement, on a à ma connaissance, les antiviraux autres doivent aussi être essayés à l'hôpital, dont on a entendu parler ou qui font aussi l'objet des études en cours, mais la réflexion est la même. Donc je pense qu'on a une perception individuelle du problème et puis toutes ces utilisations devraient être réfléchies. Mais il n'en reste pas moins que pour la question du Covid-19, apparemment la balance entre le bénéfice espéré et les risques encourus penchent, me semble-t-il, assez nettement en faveur de l'essai du traitement. Pourquoi on utilise ce traitement d'hydroxychloroquine depuis des dizaines d'années en off-label et maintenant qu'on voudrait aussi le faire de manière massive pour le Covid-19, pourquoi maintenant on met les pieds au mur? On met les pieds au mur parce que... Quand je dis on, c'est ceux qui s'y opposent, bien sûr. C'est on. C'est on. Eh bien, il y a que c'est un médicament particulier qui a probablement des effets multiples. Et puis clairement, c'est un vieux médicament, donc l'intérêt commercial, il est faible, parce qu'il est génériqué, donc probablement des dizaines de laboratoires pharmaceutiques peuvent produire de l'hydroxychloroquine
avec un coût comprimé tout à fait modeste. Qu'un traitement d'une dizaine de jours, même s'il est répété, ça ne fait pas des grands frais en général. Donc je pense que l'intérêt des boîtes pharmaceutiques pour étudier sérieusement l'hydroxychloroquine, il n'est pas très élevé. Et je pense que l'intérêt des autorités sanitaires, il est probablement assez élevé, mais en même temps, ce n'est pas leur job. Je pense qu'historiquement, notre société a délégué aux laboratoires pharmaceutiques la tâche de développer des médicaments de manière librement, puis encadrer les essais chez l'homme et le traitement chez l'être humain, mais ne s'occupe en général pas, ou en tout cas très peu, d'études chez l'être humain pour les médicaments. C'est pas le job de nos autorités sanitaires, c'est le travail des pharmaceutiques. Donc on est dans une situation où un biomédicament non intéressant pour l'industrie pharmaceutique est probablement délaissé, n'a pas l'attention du point de vue des études qu'on aurait aimé. Et comment vous voyez la suite de cette pandémie, le déconfinement, ce genre de choses-là? La question du masque aussi, est-ce que ce serait mieux que tout le monde en porte ou pas Bon, j'ai pas une opinion basée sur des faits scientifiques et médicaux, j'ai une perception individuelle il y a un certain nombre de questions qui sont de nombreuses questions qui n'ont pas de bonne réponse. La question du port de masque, je pense que ce que tout le monde admet, c'est que le masque permet d'éviter de propager une infection si on est soi-même malade. Par rapport à cette pandémie, personnellement, je pense que toute personne qui a des symptômes même banaux d'une petite toux, un rhume, une perte de l'odorat de 2 jours, une fièvre de 1 jour, toutes ces personnes-là sont fortement suspectes d'avoir le coronavirus, donc elles devraient, absolument strictement respecter les recommandations d'éviter les contacts, de rester chez soi, de chercher à avoir un contact avec son médecin pour chercher à identifier si on est réellement malade ou pas. Enfin, il y a des questions de qui peut être diagnostiqué à l'aide du frottis ou pas, mais en principe, on devrait considérer toutes ces personnes comme malades et elles devraient porter un masque pour tout ce qui est absolument indispensable, mais elles devraient rester chez elles de manière assez stricte, jusqu'à 48 heures après guérison, enfin 12 jours ou 14 jours selon les pratiques et les recommandations. Il y a aussi la question des asymptomatiques. Il y a la question des asymptomatiques, mais le masque probablement n'est pas efficace ou peu efficace pour se protéger soi-même. Et puis peut-être il y a un risque de donner une fausse rassurance pour certaines personnes, de se dire je porte ce réflexe de dire le port de masque me protège contre le risque que j'attrape ce virus, pourrait diminuer les autres mesures qui elles seraient plus importantes, le lavage des mains, la distance sociale, une certaine précaution générale. Donc, je pense qu'on doit être attentif dans le message par rapport à ça. Porter un masque de manière systématique, les autorités suisses ne le proposent pas, en tout cas pas maintenant. Il y a au moins 2 raisons. Il y a le manque d'efficacité et puis le fait qu'on n'a pas encore suffisamment de masques. Enfin, c'est en train d'arriver, semble-t-il, mais on n'a pas encore suffisamment de masques. Ce que vous dites, c'est que quelqu'un qui n'est pas malade ne sera pas plus protégé si elle a un masque. C'est même parce que c'est transmis par gouttelette, par postillon. Ça rentrerait, du coup, si on a un masque, ça ne rentrerait ni dans la bouche ni dans le nez. Bon, ça pourrait passer par les yeux, j'imagine, mais il y a quand même une petite protection supplémentaire quand... Peut-être qu'il y a une protection supplémentaire, il y a un flou. Il y a 2 semaines, assez clairement, on nous disait le masque n'est pas efficace parce que la transmission ne se fait pas par aérosol, mais par exposition directe à des gouttelettes ou de contact, les mains, etc., des surfaces contaminées éventuellement.
Et puis il y a un doute sur la possibilité qu'il y ait quand même une transmission par voie aérienne ou ce qu'on appelle des aérosols. Je ne sais pas où on en est de ce côté-là. D'accord. On a un petit peu l'impression que l'efficacité du masque évolue en fonction des stocks disponibles quand on suit ce qui se passe à la télé, mais effectivement c'est flou quoi. Malheureusement, il y a des... Effectivement, vous comprenez ça de manière paradoxale en sachant pas quelle est la vérité. Puis ça montre qu'on n'a pas de bonne réponse aux questions légitimes que tout le monde se pose. Et le retour le déconfinement, vous pensez que ce sera possible bientôt ou comment ça pourrait se faire? Je pense que ça va se faire en étant extrêmement attentif et comme la méthode suisse et le déconfinement progressif prôné par les autorités fédérales me paraissent adéquates. Je pense qu'on a très très peur on a réellement peur d'une deuxième vague, d'un retour de manivelle et de devoir repartir à zéro avec de nouveau un confinement plus strict en cas de nouvelle aggravation. Ça met en exergue qu'on n'a pas pu tester suffisamment les gens malades chez nous et puis que pour l'instant on n'est pas encore capable d'identifier dans la population et dans le monde médical non plus les populations qui ont été exposées au virus et qui ont des anticorps. Donc de nouveau on est confronté à notre manque de connaissances. Donc on est obligé d'imaginer qu'on va vers quelque chose qui est dans l'ordre des probabilités et qu'on devra corriger le tir si on se trompe. Les consignes de prudence me paraissent parfaitement adéquates. Parce qu'il me semble qu'il y a un retour les élèves vont retourner à l'école, il me semble. Oui. C'est prévu. Dans 2 semaines et demie, pour le 11 mai. Ouais, comme en France. Voilà, et puis les plus grands, les lycéens apprentis plus tard, au 8 juin. Donc ça montre qu'il y a des étapes successives et puis qu'on va prendre soin d'étudier l'épidémiologie. En fait, on va suivre au jour le jour l'épidémiologie. Puis ce qui se passe aux États-Unis avec le déconfinement revendiqué dans certaines régions, ça fait très peur. Je pense que ça fait peur. Ça fait peur d'imaginer qu'on prend le risque de se retrouver avec beaucoup plus de malades de nouveau, pas seulement dans la communauté finalement. La plupart des gens, 80% des gens ont des maladies relativement bénignes dont ils vont guérir sans séquelles, tant mieux, mais c'est les 10 à 20% autres. Donc je trouve que c'est adéquat de protéger et de penser que la cible, c'est ça, c'est d'éviter une aggravation de l'épidémie dans le sens d'une réaugmentation du nombre de personnes gravement malades qui vont arriver à l'hôpital, dans les services de soins intensifs, ventilés ou même intubés. Tant qu'on n'a pas une réponse thérapeutique acceptée et claire, ça changerait à ce moment-là, évidemment, tout. Le jour où on se dit tel médicament qu'on a en suffisance permet de traiter efficacement les malades, ça change la prise en charge. Mais tant que nos autorités sanitaires n'ont pas cette connaissance ou n'ont pas ces recommandations-là de point de vue thérapeutique, je pense que le confinement, c'est la seule méthode qu'on a pour limiter les risques. Pourquoi on ne pourrait pas, justement, comme l'a dit le professeur Raoult, tester, isoler les gens qui sont malades et laisser tranquilles ceux qui sont négatifs, quoi. On ne peut pas parce qu'il faut beaucoup de tests, il faut beaucoup d'équipements, il faut des connaissances spécialisées, c'est pas des tests simples, c'est pas juste un frottis du fond de gorge comme on fait pour le streptocoque, c'est sophistiqué comme test. Donc on est confronté à est-ce qu'on a suffisamment de tests, est-ce qu'on a suffisamment de personnel formé pour faire les tests et pour la chaîne du diagnostic de laboratoire. Et puis qu'on est confronté
à ça, quoi. Et puis, pour l'instant, l'absence d'acceptation d'un traitement médicamenteux efficace, hydroxychloroquine plus azithromycine, c'est controversé. C'est pas si facile comme non-spécialiste de se prononcer là-dessus. Et qu'on est confronté pour l'instant à l'incertitude que les anticorps soient réellement protecteurs et pour la durée de la protection. Donc il y a toute une succession de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse définitive. D'accord. Okay. Je pense qu'effectivement, la stratégie de tester largement et puis d'isoler les personnes malades, ou idéalement de les traiter dès qu'ils sont malades, c'est, sur le papier, c'est l'idéal, bien entendu. Mais la concrétisation ici et maintenant dans l'urgence sanitaire, on n'a matériellement pas la possibilité de tester tout le monde. Pour le moment, en tout cas. Enfin, jusqu'à il y a quelques jours, en tout cas, c'est peut-être en train de changer ici, mais on verra. C'est possible que ça change. Mais effectivement, plus de tests à disposition, ou pas de limitation à l'utilisation des tests diagnostiques, pas de limitation à l'utilisation des tests sérologiques détectant les anticorps, pas de limitation ou l'accès à des traitements, ça change complètement la prise en charge. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objections par rapport à ce confinement. Ouais, j'avais des doutes, parce que je me dis finalement, si on ne teste pas les gens, on met des gens malades à la maison, quoi. Et puis la contamination se continue entre voisins. Et puis finalement, le problème reste le même quasiment, sauf qu'on étale l'épidémie, quoi. Mais on ne résout pas le problème. Si on confine les gens sans savoir qui est malade ou pas, si on met des gens malades avec des gens en bonne santé, donc confinement, c'est problématique aussi. Oui, c'est vrai. On voit très bien que confiner, c'est pas discriminatoire comme mesure, c'est tout le monde à la même enseigne. C'est aussi rendre conscient que la question des épidémies et de maladies transmissibles, c'est qu'on est soi-même concerné individuellement et qu'on peut très bien admettre que chacun garde son autonomie et sa liberté, mais on est tous en lien avec d'autres personnes, dans sa famille, au milieu professionnel, lors de contacts sociaux, quand on va faire ses commissions par exemple. Et donc on a une certaine responsabilité sociale. Je peux transmettre la maladie, je peux accepter moi d'être malade, mais je peux aussi transmettre la maladie ou être un agent transmetteur. C'est pas une question si simple. Donc la liberté individuelle, c'est quelque chose de très important évidemment, d'autonomie, mais il y a une notion assez large par rapport à ça. L'autoresponsabilité. L'autoresponsabilité. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Vous voulez dire ajouter autre chose ? Enfin, il y a tellement de questions. C'est vraiment cette histoire de Covid-19, ça pose des questions auxquelles on n'a jamais été confronté jusqu'ici. Comme médecin dans une société évoluée et riche, on est confronté à imaginer qu'on a des patients avec un double discours parce qu'on manque de matériel. On leur dit « isolez-vous, faites très attention, mais je ne vais pas vous tester. Ça peut être grave, mais je ne peux pas vous tester. Et puis ça peut être grave, mais je n'ai pas de médicaments à disposition. » Il y a des enjeux éthiques et des questions extrêmement nombreuses qui évoluent au fur et à mesure de nos connaissances. On aurait aimé avoir ces connaissances il y a le mois en arrière et pas les imaginer, les avoir dans les 3 mois qui viennent. Et est-ce que vous êtes satisfait vous-même de la réaction des autorités fédérales ? Vous pensez qu'en Suisse on gère bien la crise ? Ou pas ? Ou moyennement ? Je pense qu'on gère moyennement la crise. On fait du mieux qu'on peut selon à notre méthode, mais on n'est pas très créatif. Je pense qu'on a manqué le coche de financer les études plus tôt dans l'épidémie, il y a 6 semaines. Donc à mon avis, on aurait pu faire mieux. Et puis bon, à part ça, certains experts nous ont dit qu'un jour, on serait confronté à une épidémie de ce type, plus ou moins sévère, parce que
On a déjà eu des épidémies, les Coréens ou les Asiatiques ont déjà eu des épidémies avec des coronavirus. Il y a eu le SRAS en 2004, sauf erreur, puis il y a eu le MERS aussi. Il y a eu le MERS. Donc on a des épidémies dans le monde avec des experts qui ont mis sur pied des programmes d'urgence, de prise en charge en cas de ce type-là, puis je pense qu'on n'a rien fait, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Le manque sauver l'économie jusqu'au dernier bout, et puis... Ouais, c'est ça, c'est qu'on a une prise en charge où probablement le coût pour un risque hypothétique a été jugé comme ne valant pas la peine. Voilà. Alors qu'on bricole maintenant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne continuation alors. À vous aussi. Merci beaucoup. Tout bon. Prenez soin de vous. Merci. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vais publier régulièrement des vidéos, enfin le plus régulièrement possible, en fonction de mon état de santé, dans le but, voilà, de servir le bien commun. J'essaie toujours de faire en sorte que mes vidéos soient le plus utiles possible. En fait, tout ce que je fais, j'essaie de faire en sorte que ce soit utile pour le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.